Nili Sarah, 29 avril 2025. Dans Cheminée. Regardez, je vais quand même la lire parce qu'elle me plaît beaucoup et ça va être l'introduction de mon shiur. Alors, c'est une histoire qui s'est passée dans un quartier de Bnei Brak. Et c'est une histoire incroyable qui s'est passée réellement. Un juif important. Il y a des juifs à Bnei Brak. Un juif important et distingué, un scribe très connu, un sophère très connu à Bnei Brak, qui raconte que pour son anniversaire de 52 ans, sa femme voulait lui faire une belle surprise, disons comme ça. L'anniversaire surprise. Voilà. Alors, comme vous êtes nombreuses à avoir des doigts de fée, vous allez bien la comprendre, cette histoire, et vous allez voir où je veux en venir. Alors, vous l'écoutez, hein? Alors, sa femme a voulu lui faire une très belle surprise, un cadeau intéressant. Elle est couturière de profession, donc elle s'est mise à faire une nappe. Et cette nappe, vous allez voir le rapport, pendant 7 mois, elle a fait cette nappe. Excuse-moi, je répète. Et elle avait cousu de façon très jolie. Elle a pour recouvrir sa belle table de Shabbat. Et ce n'était pas une nappe ordinaire. Elle était décorée de décorations magnifiques et uniques. Alors, elle comportait 60 000 points de croix. Elle les a comptés. Fait main. Oui, elle les a comptés. Un vendredi soir, de retour du Beth Knesset, sa femme remplaça la nappe habituelle par cette splendide nappe et elle invita tous les enfants mariés au repas. Alors, l'atmosphère était particulière. La table de Shabbat était parfaite et lorsque le sophère, le scribe, rentra chez lui, il fut extrêmement ému par chaque chose que son épouse avait préparée à son honneur, à son intention. Ce Motsai Shabbat, alors Shabbat s'est très bien passé, etc. Et voilà que Motsai Shabbat, quelqu'un frappe à la porte. Un jeune étudiant de Yeshiva se tenait à l'entrée et demande une faveur au maître de maison. Il était un scribe débutant qui devait faire une correction sur son parchemin. Du fait qu'il ne voulait pas que la correction soit visible et qu'il voulait qu'elle ne laisse aucune trace d'identification, il était venu demander de l'aide à notre sophère, expérimenté et âgé. Dans le domaine. Il accepta volontiers et invita le jeune homme au salon. Il déposa. Je vous prie, je vous en prie. Du fait qu'il ne voulait pas que la correction soit visible, ça vous convient à partir d'ici? Oui, ça va. Et qu'il voulait que ça ne laisse aucune trace d'identification, il était venu demander de l'aide au scribe qui était expérimenté et âgé. Il accepta volontiers. Non, mais âgé, expérimenté dans le domaine. Je rajoute dans le domaine, dans ce domaine. Alors, il accepta volontiers et invita le jeune homme à s'installer dans le salon. Il déposa le parchemin sur la table jolie, la nappe. N'ayez pas peur, il y avait une nappe en plastique dessus.
Il déposa le parchemin sur la table recouverte de la jolie nappe et se prépara à réparer le parchemin. Cependant, la nappe plastifiée qui recouvrait la belle nappe de sa femme et faisait glisser le parchemin. Alors, le petit jeune scribe a enlevé la nappe en plastique et s'est installé sur la belle nappe de sa femme. Le scribe retira donc cette nappe plastifiée et plaça le parchemin directement sur la nappe. Il corrigea attentivement, mais soudain le parchemin glissa et toute la bouteille d'encre indélébile, noire, se renversa sur la nappe toute neuve. Alors cela peut vous sembler ridicule, me dit cet homme. Mais spontanément, j'ai mis mon chapeau, ma veste et je me suis enfui loin de chez moi. Et le jeune scribe, lui aussi, a pris son parchemin et est sorti derrière moi sur le chemin. Sur le chemin, j'ai rencontré ma fille et je lui ai dit furtivement, je suis dehors au parc, d'à côté. Dans un quart d'heure, dis-moi ce qui se passe à la maison. Les deux scribes s'assirent dans le parc. Le jeune étudiant de Yeshiva était rempli de honte et de gêne à cause de sa réparation. La paix, le shalom bayit de son hôte était détruite. Le sofer vétéran était lui aussi perdu. Que pouvait-il dire? Comment allait-il apaiser sa femme? Pendant 7 mois. 7 mois de labeur avaient été anéantis en un instant à cause de son manque d'attention et de responsabilité. Mais au bout de 15 minutes, sa fille l'appelle au téléphone et lui dit « Papa, tu peux rentrer à la maison. Tout va bien, il n'y a aucun problème. » « Je ne peux pas, lui répondit le père. « S'il te plaît, viens ici et explique-moi la situation. » Quelques minutes après, sa fille apparaît dans le jardin du quartier et lui demanda anxieux. Le papa qui demanda anxieux. Comment maman a-t-elle réagi? Qu'est-ce qui s'est passé à la maison? La fille répondit. On n'a rien dit à maman. Comment pourrait-on lui dire cela? 7 mois de travail, 70 000 points de croix pour rien. On a attendu qu'elle rentre dans la salle à manger. Et qu'elle voit d'elle-même ce qui s'est passé, qu'elle constate d'elle-même. On s'est assis dans le salon et soudain, elle est rentrée. Elle a jeté un coup d'œil furtif sur la nappe et cela lui a suffi pour comprendre ce qui s'était passé. Elle a longtemps regardé la nappe, puis s'est approchée de la table. Elle a plié la nappe et l'a jetée à la poubelle. Indélébile. Et elle a dit en souriant, pendant tout ce temps, j'ai cousu 60 000 points de croix sur cette nappe. Mais maintenant, je vais enfin faire ma première réparation sur moi-même. Ces petits livres sont très légers, mais quand il y en a beaucoup, c'est très lourd à amener jusqu'ici. C'est pour vous donner un petit goût de ces livres qui sont distribués gratuitement, mais je ne viens pas d'à côté, moi. Et mesdames,
passer outre, mettre les choses à ses proportions. On a tous des frustrations dans la vie, tous. Mais il faut savoir faire avec. Mettre les choses de côté à sa juste valeur. Pourquoi m'empoisonner? C'est vrai, on aurait pu s'imaginer une autre scène. Je suis sûre que chacune de vous pourrait s'imaginer une autre scène. Elle appelle sa mère, non, peut-être que sa maman n'existe plus, donc elle appelle sa copine, Ghislaine, ou Sylvie, ou Choulamite. Écoute, tu sais pas ce qui m'arrive, mais comment mon mari a fait une chose comme ça, mais tu te rends pas compte, mais on aurait pu imaginer 1000 scènes. Elle a compris, elle a compris, elle a compris que elle peut rien faire. La situation est comme ça. Combien de situations on vit chaque jour? Et évidemment, on prend à cœur. C'est la vie. Alors, il faut prendre la vie avec, comme on l'a dit, avec des proportions. Il faut relativiser. Il faut positiver. Il faut agir, oui, agir, on peut agir. Elle peut se remettre à faire une autre nappe, par exemple. Mais on nous a demandé de parler du Homère. Et le Homère, alors évidemment, Kapayim, à chacune de vous, vous avez fait un travail monumental avant Pessah, pendant Pessah, après Pessah. Et on se retrouve toutes maintenant, heureuses de se retrouver, heureuses de s'asseoir, heureuses de faire le vide. Mais une maman juive ne s'arrête pas. Et on doit continuer, on doit faire des actions, c'est ça le juif. Et encore plus la maman juive. On s'est retrouvés entourés de plein de mitzvot pendant Pessah. On a fait une mitzvah après l'autre. Et voilà que toute la famille est repartie, Baruch Hashem. Et ça cache qu'on n'a pas cessé de cuisiner et de nettoyer. Et bon, Baruch Hashem. Et bon, il y a d'autres fêtes qui arrivent. Et donc, on n'a pas, Dieu préserve chez nous, on n'a pas de déprime, mais et on sent qu'il y a un manque. Il y a un manque. Comme, alors, Akadosh Baruch Hu, il nous fait un cadeau magnifique. Un cadeau splendide, il nous a donné le Homer. Le Homer qui est, voilà, cette montée. Alors, on se trouve un peu... Et puis, voilà que le Homer vient nous dire « Hé, reprends-toi en main, ton rôle n'est pas terminé, il commence. » Et c'est là qu'on doit se modifier, on doit se changer. Hein, on a fait du changement à la maison pendant Pessah, on a fait du rangement, on a erré. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, pendant cette période, exactement la même chose. Il attend de nous qu'on se perfectionne, qu'on progresse. Et vous savez, vous tournez et vous verrez, la maman, c'est la base du foyer. On a beau être grand-mère, on a beau croire que notre rôle est terminé, mais je peux vous dire, les enfants parlent sans arrêt des actions, des massimes des grands-parents. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors, cette période de Pessah à Shavuot, c'est une période qui est appelée par les Chachamim Chol HaMoed. C'était une période de grande festivité. Tous les jours, on amenait une quantité, un homère d'orge,
et on amenait au Beth Amikdash. Alors c'était vraiment très bien fêté. Et tous les jours, c'était un jour de fête. Et c'est pour ça qu'on dit que de Pessah à Shavuot, c'est comme Chol HaMoed. Évidemment, ça a été entaché par la perte des Talmidim de Rabbi Akiva. Et il faut faire le rapport. Ils sont partis, nous dit la Torah, par un manque. Par un manque de kavod zélazé, par un manque de kavod, un manque de considération les uns envers les autres. Ça veut dire que ils se parlaient même plus. Par exemple, si il voulait le sel, il regardait l'autre et puis l'autre comprenait, il lui envoyait le sel. Il se parlait plus. Il y avait la chavruta, c'est moi je parle et toi tu me corriges. Toi tu parles, moi je te corrige. Vous comprenez ce que c'est la chavruta? Voilà, c'est une réciprocité, c'est un échange, c'est un zoug, c'est une complémentarité. Vous comprenez? Alors, si ces élèves de Rabbi Akiva qui étaient des sommités, Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Et ces 24 000, et c'était pas rien, pas tout le monde était, vous savez, inscrivez de nos jours un enfant dans une yeshiva ou dans un séminaire pour les filles, mais ils font une véritable enquête. C'est pas facile de rentrer comme ça. Mais c'était pas facile de rentrer dans la yeshiva de Rabbi Akiva non plus. Et donc, c'était tous des élites. C'était tous des élites. Et malgré tout, il est arrivé ce Krups, c'est un genre d'épidémie qui s'appelle Krups. Et tout comme il ne donnait pas à l'autre la possibilité de s'exprimer, hein, comme s'il étouffait, eh ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Ce Krups, c'est un étouffement. Alors, si ça arrive dans cette période, ça prouve qu'on doit corriger quoi? Qu'on doit corriger le rapport avec l'autre. On doit lui donner, on doit lui donner de l'importance, on doit lui donner du kavod, on doit s'intéresser à lui, on doit se pencher sur lui. Alors évidemment, chaque jour a sa mida et chaque jour nous amène à parfaire cette mida. Et chaque mida, par exemple, la première, c'est le chesed, elle est comparée à Avraham Avinu. La deuxième est comparée à Yitzhak Avinu et son comportement. La troisième, Yaakov. Pourquoi Yaakov, il savait mettre un équilibre entre Avraham et Yitzhak. Alors, nous aussi, on essaye de mettre un équilibre. Alors, toute cette période, avec le Pirkei Avot en plus, cette sagesse, alors nous aussi, on doit comprendre que cette période, on ne doit pas la passer sous aucun prétexte. Ça y est, je suis fatiguée, je viens de faire ça. Non, non, ne nous endormons pas. Maintenant, on doit foncer pour nous parfaire. Et jour après jour, d'une mida à une autre, et chacun, vous savez, c'est bien de connaître ses défauts, mais ses qualités aussi. Alors, donc c'est à nous de, peut-être que ma qualité c'est d'être trop bonne et que c'est trop, et c'est pas, peut-être pas, j'en fais peut-être trop, donc peut-être qu'il faut que je me restreigne. Vous comprenez? On doit faire comme un bilan. Voilà, cette période ne doit pas passer comme ça. Cette période on doit s'arrêter et y réfléchir scrupuleusement et sincèrement. Et cette période du Homer ne doit pas passer comme ça.
sans se travailler, sans changer. Et on doit arriver jour après jour à dire, voilà, aujourd'hui, je vais travailler ça et ça, et Baruch Hashem, on est aidé, on a des livres pour ça, on a des envois pour ça. Mesdames, on a un travail sérieux à faire. Et pas seulement le gâteau au fromage pour Shavuot, mais on doit arriver à Shavuot serein. On doit arriver à Shavuot rassuré d'avoir exploité cette période. Alors, le Baal Shem Tov, lui, dit que l'amour d'Hachem, l'amour de la Torah et l'amour de son prochain, c'est la même chose. Ils ne font qu'un. Alors, comprenez, regardez, si j'étudie quelque chose, ou si je fais une mitzvah, ou si, par exemple, je fais une tfila et que je ne comprends pas, je suis quitte. Le Homer, si on ne comprend pas le jour où on est, si on ne comprend pas, on n'est pas quitte. Vous comprenez l'importance de cette période? C'est une période qui est extrêmement importante. Alors, nous, les femmes, je sais que tu m'as demandé de parler du Homer, mais est-ce qu'on peut passer cette période sans parler de notre Rachel, la fille de Kalba Savoie? Kalba Savoie, ça veut dire celui qui rentre chez lui sort rassasié. Même un chien qui rentre chez lui sort rassasié. Kalba Savoie, un jour, il a réuni plein de gens chez lui, comme d'habitude, et ils ont bu et ils ont mangé, et puis ça a commencé à parler et à dire à moi, et où était Dieu là pour ça? Et puis ça a commencé à parler. Rachel est la fille unique de Kalba Savoie. Kalba Savoie est veuf. Donc toute sa vie, c'est sa fille. Elle rentre et elle leur dit avec une émouna qui remplissait la salle, elle leur dit, quoi? Comment vous osez parler comme ça d'Hachem? Mais si vous respirez, c'est grâce à Hachem. Regardez celui-là, il ne peut pas marcher. Et regardez celui-là, il est couché au lit. Et regardez ça. Et vous parlez comme ça d'Akadosh Baruch Hu, vous n'avez pas honte. Et elle leur parle avec une émouna et avec une foi et avec un élan. Et tout son corps parle avec elle. Et jusqu'au moment où elle leur dit, vous savez quoi? La roque, la pierre, qu'on croit qu'elle est dure comme certains cœurs, et bien même l'eau qui est une petite caresse, goutte après goutte, elle finit par entrer dans le roc, dans le roche. Akiba, c'était le berger, oui, mais il gérait la maison, excusez-moi, j'ai le mot qui... Le majordome, merci. Il était le majordome de Kalba Savoie. Et on a fait des répétitions avant, c'est pour ça qu'elle m'a soufflé. Non, c'est vrai, on a fait des répétitions hier. Et il était donc majordome chez Kalba Savoie. Et il s'émerveille. D'où elle sort ça là? Comment? Qu'est-ce que c'est cette Torah? Mais moi, lui, il détestait les religieux. Et les religieux, ils voulaient les mordre, mais pas les mordre comme on mord nous, on fait un signe. Ils voulaient mordre comme un âne. Un âne, il broie les os. Un âne, il broie les os. Et voilà qu'il est comme un fou. Il a 45 ans. Et voilà qu'il veut que cette Torah. Il veut cette Torah-là, oui. Il n'a jamais entendu parler de Torah comme ça. Alors, un jour qu'il va pour
Ça, c'est moi qui imagine. Un jour qu'il va prendre son troupeau pour partir, il voit Rachel et il lui dit, écoute, tu nous as parlé, je veux apprendre cette Torah-là. Cette Torah-là, elle me plaît. Alors, Rachel, hein, vous savez, nous les femmes, on voit loin. Mais Rachel, elle a vu très loin. Et elle a vu en Rabbi Akiva un potentiel. Et elle y a cru. Et non seulement elle lui a transmis toute la Torah qu'elle avait en elle, il faut que je regarde l'heure. Non seulement elle lui a transmis toute la Torah qu'elle avait en elle, mais en plus de ça, après lui avoir expliqué la Torah et de lui avoir dit et tout, elle lui a dit, tu sais quoi? Eh bien, je voudrais bien me marier avec toi. Et c'est elle qui a demandé. Et pourquoi c'est elle qui a demandé? Parce que une princesse ne peut pas être demandée par un paysan. Il était majordome. Il n'aurait jamais eu l'idée de penser une chose comme ça. Alors, ils ont été voir papa, Kalba Savoie, qu'il a très mal pris parce que pour lui, Akiba ne savait rien. Qu'est-ce qu'il connaissait? Comment celui-là, il a osé lever les yeux sur sa fille? Entre parenthèses, il y a des années auparavant, il y a mon oncle, blondinet aux yeux bleus, qui a été demandé ma tante à mon grand-père. Mon grand-père lui a donné une gifle. Il lui a dit, espèce de goy, comment tu oses mettre les yeux sur ma fille? Il lui a dit, je suis juif. Il lui a dit, quoi? Blond avec des yeux bleus comme ça? Je m'excuse hein, pour la blonde là-bas. Eh bien, ils ont été chez le Rav et le Rav a confirmé qu'il était juif. Alors, à chaque fois que je lis cette histoire, je pense à mon grand-père, Alaïr Shalom, et ça a fait un couple qui, jusqu'à présent, ils étaient à Gush Katif, ils sont sortis de Gush Katif, qui sont vraiment un couple accompli. Mais donc, Akiba lui dit, mais je n'ai rien. Tu es habitué à une vie. Ils sont partis chez le papa, ils l'ont mis au courant et le papa a dit, écoute-moi bien, si tu te maries avec celui-là, moi, je te désirais de tout. Donc, ils ont été dans une grange. Ils se sont mariés et voilà que Akiba a été au Talmud Torah avec les enfants. Et puis, les enfants, tout le monde se foutait de lui. Alors, il est venu, il lui a dit, tu sais, regarde, tout le monde se fout de moi. Alors, il lui dit, tu sais quoi? Tu vas prendre un âne et sur le dos de l'âne, tu vas mettre un pot de fleurs. Et tu vas aller demain au marché. Alors, il a été comme ça avec l'âne, le pot de fleurs. Alors, il est revenu et puis il lui a dit, tout le monde s'est foutu de moi, tout le monde a ri. Qu'est-ce que fait un pot de fleurs sur un âne? Alors, il lui dit, demain, tu retournes. Et il est retourné, il est revenu, il a dit, on a moins ri, mais on a moins ri, demain, tu retournes. Il est retourné comme ça plusieurs jours. Il est revenu, il a dit, maintenant, plus personne ne rit. Il a dit, alors retourne étudier. Il est reparti étudier. Et quand c'était plus possible d'étudier sur place, il est parti. Il est parti 24 ans. Au bout de 12 ans, il revient et il entend la voisine qui lui dit à Rachel, Rachel, tu es mariée à un vivant mort. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu crois qu'il n'a pas fait sa vie, qui t'attend? Alors elle lui a dit, même s'il venait maintenant, je lui dirais, retourne étudier encore 12 ans. Et pour ne pas faire une halte, pour faire 24 ans d'études,
il est reparti. Un jour, on entend que dans la ville arrive Rabbi Akiva. Qui c'est ce Rabbi Akiva? Qui c'est ce Rabbi Akiva? Et elle s'approche, puisque vous savez, à l'époque, il y avait un grand kavod qui était fait pour un rave qui arrivait. On fermait les magasins et tout le monde venait à la rencontre du rave pour l'accueillir. Et voilà que elle reconnaît son mari. Donc, elle essaye. Elle était en haillons, la pauvre chérie. En haillons. Et n'oubliez pas que dans la grange, le voisin est venu et lui a dit: prête-moi un peu de paille parce que ma femme, elle vient d'accoucher, on n'a pas de paille. Et il lui a enlevé la paille de ses cheveux. Il lui a dit: ne t'inquiète pas, ma chérie. Un jour viendra où je te ferai un diadème, un Jérusalem en or. Et voilà que elle se trace un chemin pour arriver jusqu'à Rabbi Akiva. Mais les Talmidim lui disent: pousse-toi, ne reste pas là. Rabbi Akiva, qui l'a vu arriver de loin, il lui a dit: laissez-la passer, faites-lui un chemin. Si vous êtes ce que vous êtes, c'est grâce à cette femme. Et si je suis ce que je suis, c'est grâce à cette femme. Il avait un petit cartable à côté de lui. Il a ouvert le cartable devant tout le monde. Il a tiré une boîte. C'était un diadème, Yerushalayim Shel Zahav. Il a placé sur cette femme. Elle qui était en haillons, elle est redevenue la princesse qu'elle était. Kalba Savoie lui dit: s'il te plaît, Rav, je peux vous demander quelque chose. Je vous en prie, aidez-moi. Alors, lui dit: qu'est-ce que tu veux? Alors, lui dit: j'ai fait un jour un néder et je voudrais que le Rav, il m'annule le néder. Elle dit: quel néder tu as fait? Lui a dit: eh ben, j'ai déshérité ma fille parce que elle s'est mariée avec un voyou, un homme qui connaît rien de la Torah. Alors, elle lui dit: et si on te dit que cet homme, il a étudié et qui connaît la Torah maintenant? Mais je lui donnerai tout ce que j'ai. Je suis Akiba, ton majordome. Voyez ce qu'une femme, elle peut faire. Il faut y croire. On doit mettre toutes nos forces, nos neshamot. Mesdames, on perd beaucoup de temps dans la journée avec les téléphones, avec les portables, avec ceci, avec cela. On a quelque chose à faire maintenant. On va en ligne droite vers Shavuot. Matan Torah. Qu'est-ce que c'est bon d'être juif? Je vous assure, c'est un régal. Hier, j'ai reçu un téléphone d'une dame âgée qui a voulu me rassurer qu'elle allait mieux. Vous voyez, les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin de nous. Prenez, vous aimez le téléphone, prenez un moment, appelez quelqu'un qui est seul, réjouissez, essayez de renforcer une personne qui se sent faible par un problème, on a de quoi faire. Je voudrais finir par vous raconter une histoire que vous avez dû entendre aussi, mais elle m'a touchée et je me suis dit que peut-être ce serait bien de vous la lire. Je suis née et j'ai grandi dans un foyer juif orthodoxe en URSS, dans les Carpates, avant que cet endroit ne devienne une partie de la Hongrie. Nous avions une double vie. À la maison, c'était une chose et à l'école, une autre chose. Mes parents racontaient différentes histoires sur la vie avant la guerre et pendant la guerre, en particulier sur le camp de concentration. Ma mère fut dans 2 camps de concentration. Le premier était Auschwitz et le second Bergen-Belsen. Le baraquement était illuminé chaque Erev Shabbat. Vendredi soir par ses bougies. Il était arrivé à Auschwitz le 2e jour de Shavuot.
Et depuis, il comptait les jours jusqu'au Shabbat des Juifs qui ont été déportés. C'était des femmes. Chaque Erev Shabbat, vendredi, elle fabriquait 2 petites bougies avec de la margarine qu'ils avaient récupérée ici et là du manger au lieu de se nourrir et de se renforcer. Au lieu de manger. Et puis, elles arrachaient quelques fibres du bas de leur robe et les allumaient au grand jour. Tant attendu. Toute la semaine durant, ce qui leur procurait une très grande joie. Car ma mère encourageait toutes les autres femmes dans le baraquement à en faire de même. Et elles le firent toutes, de sorte que le baraquement, lorsqu'il rentrait Shabbat, était illuminé. Et chaque Erev Shabbat, vendredi soir, par ces bougies, qui les ranimaient et les transportaient dans une joie indescriptible. Ça les rapprochait d'Akadosh Baruch Hu. Ma mère ne perdit jamais sa émouna. Et même après la guerre, elle était une femme très religieuse. Elle affirmait qu'elle n'avait dû sa survie qu'à ses bougies de Shabbat. Lorsque mes parents firent leur alia, émigrèrent en Eretz Kedusha, en Israël, en 1972, elle allait de maison en maison pour enseigner aux Juifs russes comment prier et comment allumer les bougies de Shabbat. C'était quelque chose de très important pour elle. J'ai appris depuis mon enfance à quel point les bougies de Shabbat sont importantes pour rentrer serein dans Shabbat. Alors, mesdames, c'était une petite mitzvah. Hachem ne veut pas de grandes choses. Ce qu'il veut, c'est des petites choses, mais qu'on fasse tellement de bon cœur. Rabbi Akiva a perdu ses 24 000 élèves. Il n'est pas parti vendre du poisson au marché. Il est reparti à Yavne et il a retrouvé 5 autres élèves. Il les a formés et il a reformé. Le judaïsme était perdu. C'était fini. Il ne restait plus après ça. Mais la force de Rabbi Akiva, la force de cette émouna qu'il avait, et nous, on doit se renforcer et on doit prendre cet enseignement. Il n'a pas lâché prise. Il n'a pas baissé les bras. On doit, nous aussi, nous accrocher. Une toute petite mitzvah, mais qu'elle soit la nôtre. Mesdames, Kavsrout, pour tout ce que chacun puisse faire. Ne jugeons pas personne. Kavsrout. Essayons de prendre la vie autrement et penser à la nappe.